professeur Xavier Monet. Je travaille dans le service de médecine intensive réanimation à l'hôpital de Bicêtre. Je vous propose deux cours sur les états de choc. L'un sur la physiopathologie, les mécanismes, la classification, la caractérisation des états de choc. Et celui-ci, plus pratique, sur le diagnostic et le traitement. Pas de conflit d'intérêts à déclarer pour cette présentation. Il y aura la majorité des éléments qui doivent être des éléments à retenir et puis quelques données que je vous fournis pour que vous compreniez mieux, mais qui ne sont pas formellement à retenir et qui sont signalés par le logo à droite. On va commencer par le diagnostic des états de choc. Et le diagnostic positif, c'est un diagnostic qui est clinique. Le diagnostic d'état de choc est fondé sur la recherche à l'examen d'une série de 6 symptômes. Le premier de ces symptômes, c'est l'hypotension artérielle. On définit l'état de choc comme une pression artérielle systolique inférieure à 90 mm de mercure, c'est la définition, fondée sur la systolique et non pas sur la pression artérielle moyenne. Cette hypotension artérielle peut manquer à la phase initiale ou en cas d'hypertension artérielle préexistante chez un patient préalablement hypertendu. Même une systolique inférieure à 100-110 mm de mercure peut correspondre à une hypotension en fait caractérisée. D'autre part, la pression artérielle doit être bien interprétée, ça veut dire qu'il faut toujours prendre en compte tous les chiffres de pression artérielle et pas que la pression artérielle systolique. En effet, la pression artérielle fournit un grand nombre d'informations hémodynamiques. Au passage, je signale qu'aujourd'hui on mesure la pression artérielle en millimètres de mercure et pas en centimètres de mercure. Donc on dit bien qu'un patient a 115-75 mm de mercure de pression artérielle et pas 11,7. La pression artérielle diastolique, physiologiquement, est reliée au tonus vasomoteur artérielle. Donc quand la diastolique est basse, typiquement inférieure à 40 mm de mercure, on sait qu'il existe une vasodilatation artérielle. Et la pression artérielle pulsée, c'est-à-dire la différentielle tensionnelle entre systolique et diastolique, est proportionnelle au volume d'éjection systolique. Vous savez, le débit cardiaque divisé par la fréquence, le volume éjecté à chaque battement. Donc typiquement, un état de choc septique ou un état de choc anaphylactique avec une vasodilatation intense est caractérisé par une diastolique basse et une pression artérielle pulsée conservée, alors que typiquement dans un choc cardiogénique ou hypovolémique, ou si vous avez bien suivi le précédent cours, vous savez qu'il y a une vasoconstriction sympathique compensatrice qui est très forte, la diastolique est plus élevée, et comme le volume d'éjection systolique, le débit cardiaque sont abaissés, la pulsée est plus basse. La pression artérielle moyenne, c'est celle qui détermine la perfusion des organes. C'est une valeur qui est régulée par le système sympathique, ça veut dire qu'il cherche constamment à la maintenir constante, quoi qu'il advienne, et quel que soit le débit cardiaque. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on définit l'état de choc sur la pression artérielle systolique, la moyenne tendant à rester constante au début de l'état de choc. Et parce que c'est la pression de perfusion des organes, c'est celle que nous utiliserons comme cible thérapeutique du traitement vasopresseur, comme on le verra quand on parlera du traitement. Au passage, la pression artérielle moyenne est définie par l'air sous la courbe, mais il se trouve qu'on peut l'estimer par cette fraction systolique plus 2 fois la diastolique divisée par 3. C'est pas vraiment une moyenne, il se trouve que c'est le hasard qui fait que la moyenne peut être calculée comme ça. Le deuxième signe, c'est la tachycardie. Néanmoins, là encore, elle peut manquer, évidemment s'il y a un trouble de la conduction intracardiaque, mais surtout si le patient prend des bradycardies, typiquement un dossier à l'EDN de choc hémorragique sur une rupture de varice œsophagienne chez un cirrhotique qui prend du propranolol, et le tachycardie peut manquer. Les signes cutanés correspondent à la vasoconstriction d'origine sympathique. Et il y a 3 signes qu'on doit rechercher: les marbrures cutanées, la froideur des extrémités et l'augmentation du temps de recoloration cutanée supérieur à 3 secondes. L'oligurie, qui est due à la baisse de la perfusion rénale et qui témoigne de l'insuffisance rénale fonctionnelle, qui elle est constante lors des états de choc. L'oligurie peut manquer en cas de diurèse osmotique, typiquement une acidocétose diabétique, qui fait qu'on a une diurèse très importante, et c'est justement ce qui crée l'état de choc hypovolémique. D'autre part, l'oligurie est difficile à apprécier au service d'accueil des urgences parce qu'on n'a pas de recul sur la durée des dernières heures et que les patients n'ont pas de sonde urinaire. Les signes neurologiques sont surtout présents au cours de l'état de choc septique, où ils représentent ce qu'on appelle l'encéphalopathie septique. Ils sont faits d'obnubilation, de troubles de la conscience, mais
c'est pas un coma profond. Devant un coma profond, il faut rechercher une autre cause que l'état de choc lui-même. Enfin, la polypnée reflète le stress, mais aussi l'acidose métabolique qui, on verra, survient au cours des différents états de choc. Bien sûr, à ces signes-là, il faut ajouter les signes de la maladie causale. Le diagnostic doit être aussi celui du retentissement de l'état de choc sur l'organisme. Et là, cette fois-ci, c'est un diagnostic qui est biologique. Il faut rechercher 5 types d'anomalies. Tout d'abord, l'élévation du taux de lactate qui se mesure sur le sang artériel témoigne de l'hypoxie tissulaire. Je vous renvoie au cours sur la physiopathologie pour comprendre pourquoi. C'est un signe qui est très sensible. La valeur normale est de 2 mmol par litre. Il existe des faux positifs, ne retenez pas les différentes causes. Biologiquement, on retrouve les signes de l'insuffisance rénale fonctionnelle, puisque je vous ai dit qu'elle était constante au cours des états de choc, avec les caractéristiques biologiques du caractère fonctionnel. Parfois, l'état de choc entraîne un foie de choc, c'est-à-dire des anomalies hépatiques, qui témoignent de l'hypoxie du foie, et qui sont faits d'une cytolyse et d'une cholestase hépatique. Ça n'apparaît que dans les formes les plus graves de l'état de choc. De même, la coagulation intravasculaire disséminée, qui apparaît dans les cas les plus graves, est faite d'une thrombopénie, d'une baisse des facteurs de coagulation, du fibrinogène et d'une augmentation des D-dimères. Ça se voit particulièrement au cours des états de choc, de certains états de choc septiques. Enfin, l'acidose métabolique est due à deux choses, l'insuffisance rénale et l'élévation du taux de lactate, qui crée une acidose lactique, et une acidose métabolique qui est à trou anionique élevé. Bien sûr, s'ajoutent les signes de la maladie causale comme au plan clinique. Enfin, le diagnostic, bien sûr, doit s'attacher à rechercher la cause de l'état de choc. On ne va pas détailler de façon trop développée, mais typiquement un état de choc anaphylactique, un contexte brutal, avec une exposition à un allergène qui est souvent évidente. Il y a une vasodilatation importante, donc typiquement la pression artérielle diastolique est basse, alors que la pression artérielle pulsée est conservée. L'état de choc s'associe aux signes de la série allergique, et puis on doit doser la tryptase dans le sang. Le dosage ne reviendra pas en urgence, mais affirmera à distance la cause de l'état de choc. Typiquement, l'état de choc hypovolémique survient dans un contexte ou d'hémorragie ou de déshydratation extracellulaire. Vous aurez compris que la pression artérielle diastolique est typiquement élevée, et la pression pulsée est abaissée. Les signes associés sont ceux de l'hémorragie ou de la déshydratation, et les signes biologiques, comme les signes cliniques, témoignent de ces deux origines possibles du choc hypovolémique. L'état de choc cardiogénique, quand il est d'origine gauche, la première cause, c'est l'ischémie myocardique. On retrouve un contexte clinique qui évoque l'ischémie, diastolique élevée, pression pulsée abaissée, la réalisation d'un ECG évidemment indispensable devant tout état de choc. Typiquement aussi, l'état de choc cardiogénique s'accompagne d'un œdème pulmonaire cardiogénique, même si celui-ci peut manquer. Quand il est d'origine gauche, il s'accompagne généralement d'un OAP cardiogénique. Et puis bien sûr, les stigmates biologiques ou de l'élévation de la pression dans les cavités cardiaques, BNP, ou de la troponine, témoignent de l'origine cardiaque de l'état de choc. L'état de choc obstructif, typiquement, s'associe à des signes d'embolie pulmonaire, par exemple, et les signes droits sont constants au cours des états de choc d'origine droite. Enfin, dans l'état de choc septique, la source infectieuse est parfois évidente, mais pas toujours. La diastolique est basse, témoignant d'une vasodilatation importante. Les signes associés sont ceux de l'infection, et puis je vous ai dit que l'encéphalopathie était assez caractéristique dans l'état de choc septique, et bien sûr, la biologie témoigne du syndrome inflammatoire d'origine infectieuse. Une fois que le diagnostic est établi, donc je répète, le diagnostic positif est un diagnostic clinique, le diagnostic du retentissement est un diagnostic biologique, il faut bien sûr entreprendre très rapidement le traitement. Pour le traitement, on va voir les mesures générales et ensuite les mesures spécifiques. Les mesures générales doivent prendre en compte que, évidemment, le traitement d'un état de choc est une urgence vitale. On peut mourir d'un état de choc en quelques minutes, et dans les services d'accueil des urgences, ça veut dire que le patient doit être placé dans la zone d'urgence, qu'en France on appelle une zone justement de déchocage. L'appel du réanimateur doit être très rapide, mais néanmoins, dans l'attente du réanimateur, le rôle de tout médecin sera de prendre en charge le patient à la phase initiale, et c'est ce qui est au programme de l'EDN,
cette prise en charge initiale avant la prise en charge spécialisée du réanimateur. Un des premiers éléments sera de mettre en place un monitoring hémodynamique qui sera fait de la surveillance de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle. La mesure évidemment de la saturation pulsée en oxygène est indispensable. Et un point très important, c'est qu'il va falloir rapidement mettre en place des voies veineuses périphériques de bon diamètre pour pouvoir administrer rapidement les traitements, idéalement 2 en tout cas, afin d'assurer l'administration de plusieurs traitements simultanément. Les mesures spécifiques, je vous propose de voir d'abord le type de traitement qu'on peut utiliser, c'est-à-dire l'expansion volémique et les catécholamines, avant de voir comment on les utilise en fonction de la cause. L'expansion volémique, qu'on appelle aussi le remplissage vasculaire, consiste à administrer du fluide. Le but de ce traitement, bien évidemment, est d'augmenter le volume dans le réservoir veineux, c'est-à-dire d'augmenter la précharge cardiaque en espérant que le débit cardiaque augmente en conséquence. Alors, comment est-ce que ça se fait en pratique? On utilise un cristalloïde, généralement du soluté salé isotonique, c'est-à-dire du chlorure de sodium à 0,9% ou 9 pour 1000. L'administration se fait initialement sur une voie veineuse périphérique, en ouvrant au maximum le débit de la voie veineuse, ce qui permet une administration généralement sur 10 à 30 minutes. La dose unitaire, c'est de 500 ml. On peut la répéter. Idéalement, à la phase initiale, le but, c'est d'administrer 30 ml par kilo. Voyons maintenant les catécholamines. Alors en fait, catécholamines qu'on utilise, leur but, c'est d'augmenter la contractilité cardiaque, pour augmenter le débit, ou d'augmenter le tonus vasomoteur artériel, c'est-à-dire d'augmenter la pression artérielle. Et pour ce faire, il y a 3 catécholamines que l'on peut utiliser, la noradrénaline, dobutamine et l'adrénaline. Alors, la noradrénaline, c'est un médicament vasoconstricteur. C'est le médicament à catécholamine pour les vaisseaux. La dobutamine, c'est le médicament pour le cœur. Donc c'est un inotrope positif qui n'entraîne pas de vasoconstriction artérielle, elle entraîne même une vasodilatation. Et l'adrénaline a un effet mixte, à la fois vasoconstricteur et inotrope positif. Vous comprenez bien que la noradrénaline, sa première indication, c'est le choc septique, parce que c'est un choc vasodilatatoire, et sa deuxième indication, c'est le choc cardiogénique, car on verra que, dans l'immense majorité des cas, le traitement inotrope ne suffit pas à restaurer la perfusion tissulaire. L'indication de la dobutamine, c'est logiquement d'abord le choc cardiogénique, et l'adrénaline n'est utilisée que dans le choc anaphylactique. Par ailleurs, vous savez que l'adrénaline, mais cette fois administrée en bolus, est indiquée, en bolus intraveineux, est indiquée au cours de l'arrêt cardiaque. L'administration se fait en intraveineux continu pour la noradrénaline et pour la dobutamine, en bolus pour l'adrénaline dans le choc anaphylactique. Elle se fait sur une voie veineuse périphérique au début, typiquement dans un service d'accueil des urgences, et ultérieurement, leur vénotoxicité fait qu'on devra les administrer, mais en réanimation, sur une voie veineuse centrale, c'est-à-dire sur un cathéter posé dans la veine jugulaire interne ou la veine sous-clavière. Alors, le choc hypovolémique, vous aurez compris que le traitement repose sur le remplissage vasculaire. Donc, c'est 500 ml de soluté cristalloïde qu'on renouvelle si il est inefficace pour faire disparaître les signes d'état de choc. En cas d'anémie, on peut ajouter des culoglobulaires rouges, et en cas de choc hémorragique a fortiori, en cas d'hypoalbuminémie, on peut ajouter de l'albumine. Bien sûr, tout ça s'accompagne de traitements étiologiques, typiquement de l'hémorragie ou de la déshydratation extracellulaire profonde. Le choc cardiogénique d'origine gauche, le traitement c'est la dobutamine, et dans presque la majorité des cas, le traitement par dobutamine, s'il peut augmenter le débit cardiaque, ne suffit pas à restaurer la pression artérielle. Et c'est pour ça qu'on y ajoute, dans presque la totalité des cas, de la noradrénaline. Parmi le traitement étiologique, il faut parler de la reperfusion coronaire. La première cause d'état de choc cardiogénique, c'est l'infarctus du myocarde. Et la reperfusion coronaire en urgence d'un SCA avec sus-décalage du segment ST, par une angioplastie qui est supérieure à la thrombolyse généralement, mais encore plus en cas d'état de choc, est indispensable à la résolution de celui-ci. En cas de trouble du rythme grave, que ce soit une tachycardie ventriculaire, une fibrillation atriale, l'état de choc justifie d'entreprendre une cardioversion d'emblée avec un choc électrique externe. Par ailleurs, lorsque ces traitements sont inefficaces, mais lorsque le patient aura séjourné un peu en réanimation, on peut utiliser des dispositifs de circulation artificielle,
extracorporeal membrane oxygenation, donc ECMO, qui sont en fait une sorte de cœur artificiel externe, mais qui ne sera indiqué qu'au stade de la réanimation chez certains patients. Choc cardiogénique d'origine droite, alors c'est un traitement qui est compliqué. On va parler ici de l'embolie pulmonaire, qui je pense est celui que vous avez au mieux à connaître. Il faut savoir deux choses. La première chose, c'est que le traitement se fonde sur une expansion volémique prudente de la dobutamine et de la noradrénaline. Donc c'est finalement comme un choc cardiogénique d'origine gauche, mais en commençant par le remplissage vasculaire. Et très important, ce traitement ne sera pas efficace s'il n'est pas associé à une thrombolyse intraveineuse. Je vous renvoie à l'item sur l'embolie pulmonaire. Le choc septique, la première étape, c'est d'administrer un remplissage vasculaire. Et ce remplissage vasculaire initial va chercher à compenser l'hypovolémie relative qui est due à la vasodilatation. Dans un petit nombre de cas, ce traitement suffit. Dans des chocs septiques peu sévères, par exemple sur une infection urinaire. Dans la grande majorité des cas, même lorsqu'il est renouvelé, le remplissage vasculaire ne suffit pas et il faut administrer un vasoconstricteur, c'est-à-dire de la noradrénaline. Le volume qu'on doit administrer de liquide avant de commencer la noradrénaline est un peu variable. On ne peut pas dire qu'il y ait de seuil clairement défini, mais typiquement après 2 litres, donc c'est-à-dire 4 fois 500 ml de soluté cristalloïde, on passe à la noradrénaline. Dernier point, s'il y a une vasodilatation très importante, c'est-à-dire si la pression artérielle diastolique est typiquement inférieure à 40 mm de mercure, il faut administrer d'emblée la noradrénaline avec le remplissage vasculaire. Donc j'insiste bien. La première étape, c'est le soluté cristalloïde, sauf si la pression artérielle diastolique est inférieure à 40. La noradrénaline s'ajoute après environ 2 litres de soluté cristalloïde. Elle est commencée d'emblée si la pression artérielle diastolique est inférieure à 40. Enfin, le traitement étiologique, c'est bien sûr l'antibiothérapie. Elle doit être administrée précocement, et plus elle est retardée, plus la survie du patient est compromise, typiquement dans la première heure. Elle doit se faire donc après les prélèvements infectieux, mais sans en attendre les résultats. Pour les hémocultures, il ne faut pas faire 3 paires d'hémocultures à 1 heure d'intervalle, bien sûr, avant de commencer l'antibiothérapie. On fait une paire d'hémocultures et on commence le traitement. Et il y a une exception que vous connaissez, qui est le purpura fulminans. Dans le purpura fulminans, l'antibiothérapie, la ceftriaxone, doit être administrée immédiatement, parce que sinon la mortalité augmente considérablement. Et elle est même débutée avant de pratiquer la ponction lombaire. Il est plus important de débuter l'antibiothérapie précocement que d'avoir le diagnostic du germe à la ponction lombaire. Donc l'antibiothérapie, toujours dans la première heure, immédiatement avec de la ceftriaxone, en cas d'état de choc septique lors d'un purpura fulminant. Choc anaphylactique commence par un remplissage vasculaire et de l'adrénaline. Et cette adrénaline, elle est administrée en bolus. Vous n'avez pas à retenir la dose, mais vous voyez que c'est une dose qui est inférieure à la dose dans l'arrêt cardiaque, qu'on va répéter jusqu'à la disparition de l'hypotension. Bien sûr, on soustrait le patient à l'allergène. Les corticoïdes ont un effet retardé et n'ont pas d'indication dans le choc anaphylactique. Donc si on résume, lors du choc hypovolémique, le traitement est basé sur l'expansion volémique qu'on répète jusqu'à la résolution de l'état de choc. Au cours du choc septique, on commence par un remplissage vasculaire avant, s'il est inefficace, ce qui est dans la majorité des cas, de recourir à l'adrénaline, sauf si la pression artérielle diastolique est inférieure à 40 mm de mercure. Dans le choc cardiogénique, typiquement d'origine gauche, la dobutamine est commencée d'emblée et la noradrénaline est dans l'immense majorité des cas nécessaire. Et dans le choc anaphylactique, l'adrénaline administrée en bolus est associée au remplissage vasculaire. Les cibles thérapeutiques, et c'est important de les considérer même depuis le traitement des urgences, sont de restaurer une pression artérielle, et on vise un chiffre de pression artérielle moyenne supérieur à 65 mm de mercure. En cas d'hypertension artérielle préalable, on vise peut-être plutôt 80 mm de mercure, c'est la cible sur laquelle on va adapter la dose du vasopresseur, c'est-à-dire de la noradrénaline. D'autre part, lorsque le patient sera en réanimation, on pourra utiliser des mesures du débit cardiaque qui permettront de régler aussi les doses de médicaments. Et de la même manière, on mesurera la saturation veineuse en oxygène. Avant la réanimation, on peut doser le taux de lactate, comme on l'a vu, c'est un bon signe de métabolisme anaérobie. Enfin, et surtout, à la phase initiale, on peut rapidement voir disparaître les signes cliniques, comme par exemple les marbrures cutanées, l'allongement du temps de recoloration cutanée, ou la disparition de l'anurie ou de l'oligurie. Voilà, on a vu dans ce deuxième cours donc le diagnostic, le traitement de l'état de choc, et j'espère qu'avec le premier cours sur la définition et la physiopathologie, ces deux cours vous ont apporté des connaissances suffisantes sur la compréhension des mécanismes, la classification et la prise en charge initiale
de l'insuffisance circulatoire aiguë.